cette crise, pour moi, elle est liée à quelque chose. Quand moi je suis né, il y avait 2,3 milliards d'individus sur Terre. Aujourd'hui, on est 7. C'est pas moi le coupable. Hein. On a été plusieurs à faire ça. Bon. 7 milliards d'individus dans un même vaisseau spatial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos journées sont bourrées d'interactions. On a plus de clients, plus de collaborateurs, plus d'amis, plus d'eux. Et puis on s'échange des mails. Et puis maintenant, on a des machines et on parle à nos machines. Puis les machines parlent entre elles. Et donc, ça veut dire que nous sommes dans un monde qui est totalement différent. Et entre autres, où les valeurs anciennes, eh bien, sont de moins en moins efficaces. Hein. On n'est plus dans un monde stable. Moi, quand j'étais en maths sup, on m'apprenait qu'une suite soit convergée, soit divergeait, soit de temps en temps avait un comportement qu'on appelle aujourd'hui chaotique, mais on disait c'est de temps en temps. Aujourd'hui, c'est plus vrai. La convergence comme la divergence sont des éléments rares, c'est l'élément chaotique. Et en fait, nous sommes constamment dans un monde qui est en constant équilibre avec l'extérieur et qui doit constamment rester dans un équilibre dynamique. Alors ça porte des noms délicieux, ça s'appelle l'autopoïèse ou l'homéostasie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les schémas de pensée, des schémas de stabilité, ne fonctionnent plus. Et il faut au contraire penser la dynamique. Alors penser la dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire se reposer sur l'information. On ne peut pas vivre tout le temps dans un monde chaotique, il faut se créer des horizons de stabilité. Et pour ça, le rôle de l'information est vraiment quelque chose de fondamental. Premier point. Deuxième point, ben oui, il faut raisonner collectif. Ça, on ne peut plus raisonner individuel. Moi, j'ai vu, ayant travaillé à France Télécom, mais je suis sûr que vous l'avez vu ailleurs, hein, des managers tous individuellement extrêmement brillants devenir collectivement idiots. Ça, on l'a vu plusieurs fois. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce que montre Internet, parce qu'on va y arriver après, c'est que quand on arrive à la base, on voit des gens qui ne sont pas forcément individuellement des flèches, des lumières, devenir collectivement intelligents. Si vous regardez Wikipédia, c'est pas fait par des prix Nobel, Wikipédia. C'est fait par un ensemble de gens qui a réussi à créer une encyclopédie avec 24 millions d'articles en 284 langues. Un exemple extraordinaire. Et donc, finalement, aujourd'hui, le rôle de l'information, c'est fondamental. Prenez deux exemples négatifs, un exemple positif. Exemple négatif, prenez l'administration française, par hasard. C'est bourré de gens très intelligents, individuels intelligents, des équipes intelligentes. Où est-ce que ça ne marche pas aux interfaces? Moi, j'ai créé des startups, j'ai en face de moi une administration. D'un côté, c'est Oseo. Alors ça, c'est génial, ça veut m'aider. Hein. Pour un qui veut faire une startup, il y en a 3 qui veulent l'aider. Bon. Et puis, j'ai un autre truc qui s'appelle l'URSSAF. Alors ça, c'est pas vraiment fait pour m'aider, hein. C'est fait pour venir vérifier si je fais bien les 35 heures. Bon, on sait tous que pour plomber une start-up, il faut appliquer les 35 heures. Ça, c'est la meilleure manière de la tuer. Bon. Et j'ai envie de dire, mais est-ce qu'ils causent entre eux? Et je ne parle pas causer au niveau du Conseil des ministres. Non, est-ce qu'ils causent entre eux au niveau des gens qui bossent vraiment? Ben non. Non, ils ne causent pas entre eux. Donc, vous voyez, c'est bien des problèmes d'interface. Prenez la banque, par exemple. Hein. J'espère qu'il y a des banquiers dans la salle, parce que je vais un peu tirer sur les banquiers. Je pense que c'est probablement une des industries les moins innovantes, pour plein de raisons qu'on peut imaginer aujourd'hui. Bon. Aujourd'hui, dans une banque classique et installée, le département qui s'occupe de l'accueil téléphonique n'est pas le même que celui qui s'occupe des guichets physiques et n'est pas le même que celui qui s'occupe du site Internet. Et nous, on veut dire, mais est-ce qu'ils causent entre eux? Non, ils ne causent pas entre eux. Pourtant, on a bien inventé le cross-canal, mais bref. Bon. Alors, à l'inverse, l'exemple positif qui montre que ça marche, et je pense qu'ici, dans ces lieux, vous ne pourrez n'être que d'accord. Prenez une épreuve sportive amusante qui est le 4 x 100 mètres. Rappelez-vous 2003. Championnat du monde, 2 équipes favorites, les françaises et les américaines. Eh bien, un consultant a fait une analyse très sérieuse, il n'y a pas photo, les américaines sont 7% plus rapides que les françaises. Donc vous avez 4 femmes dans un couloir, 4 femmes dans le couloir d'à côté, et la femme numéro 1 court 7% plus vite que la femme numéro 1 du couloir d'à côté, etc. Et pourtant, ce sont les françaises qui ont gagné. Pourquoi ? Manière analytique de le dire, c'est le passage du témoin qui était plus efficace. Manière synthétique de le dire, ce n'est pas la vitesse des coureurs qui fait gagner la course, c'est la vitesse du bâton. Or, la vitesse du bâton n'est pas la somme de la vitesse des coureurs. Et donc aujourd'hui, dans toute entreprise, dans tout corps constitué, la question à se poser, c'est quoi l'équivalent de ce bâton ? Ben, ça peut être l'information, par exemple. Qu'est-ce qui fait que, finalement, c'est tout mon ensemble qui progresse, et pas seulement des individus qui passent leur temps, on le sait bien, au niveau managérial, à se taper les uns sur les autres. Ça, c'est le constat. Peut-on alors parler d'un nouveau modèle à construire et d'une nécessité de mettre en place une intelligence collective? Alors, la deuxième partie, c'est la bonne nouvelle. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un machin qui s'appelle Internet. Et que Internet, justement, c'est un outil extraordinaire qui permet de mettre en place tous ces systèmes d'intelligence collective et de les mettre de manière efficace. Alors d'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Internet, si on veut comprendre ce que c'est, mettez-vous en moins 1500, moins 2000. Hein, on vient vous expliquer qu'il faut arrêter de dessiner un arbre et qu'il faut passer par une série de symboles abstraits, ARBRE, ou l'équivalent de l'époque. Est-ce que vous imaginez la résistance au changement? C'est trop compliqué, j'y comprends rien. Puis l'autre en face, il a une autre série de symboles qui était RE, au moins quand on dessinait un arbre, on se comprenait.
Drame de Babel, bien sûr. Et puis Socrate qui en rajoute une couche. Je vous rappelle que Socrate disait que l'écrit ne véhicule pas la connaissance, mais l'illusion de la connaissance. D'où son enseignement oral, les jeunes gens qui marchaient autour de lui, les péripatéticiens. Pour ça que les demoiselles n'allaient pas assister aux cours de Socrate. Enfin, c'est un autre détail. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, il y a eu les Grecs et il y a eu les Égyptiens. Et les Égyptiens ont refusé l'alphabet. Les Égyptiens ont dit, nous avons un système de hiéroglyphes, qui est un système royal, réservé à une caste, et donc nous n'allons pas nous mettre à l'alphabet. Ils s'y sont mis très tard, le démotique, c'est vers moins 600, donc trop tard, quoi. Donc c'était une société qui était basée sur le dormez, dormez, brave peuple, le gouvernement fera le reste. Les scribes sont là pour vous aider. Les scribes, aujourd'hui, c'est le middle management, pour vous donner un peu une idée. Bon. Résultat, après avoir produit des chefs-d'œuvre magnifiques, lentement mais sûrement, la civilisation égyptienne s'est effondrée. A l'inverse, les Grecs ont compris l'alphabet. Les Grecs ont inventé la voyelle qui n'existait pas. Les Grecs ont fait des lois, loi de Carondas. Les enfants iront à l'école apprendre à lire et ce sera la ville qui paiera les maîtres. Exactement, entre parenthèses, la même loi qu'ont fait les Américains avec Internet. Quand Al Gore a libéralisé l'Internet, il a fait exactement la même chose que les Grecs avec l'alphabet. Résultat, explosion de la science, explosion de la connaissance. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une même rupture que l'alphabet qui s'appelle Internet, qui porte plein de disruptions. Et la mauvaise nouvelle, ou plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est le monde de l'entreprise qui est le plus en retard par rapport à la transformation interne grâce à Internet, mais c'est que Internet justement arrive là et c'est un nouvel alphabet. C'est pas un média, c'est pas une technologie contrairement à ce qu'on voulait croire, c'est un nouvel alphabet. Simplement, maîtriser ce nouvel alphabet nécessite tout un tas de changements. Ça apporte, il y a 6 ruptures du monde Internet, et ça nécessite que nous fassions l'effort, comme les Grecs ont fait avec l'alphabet, de mettre en place un système d'éducation. Donc l'éducation nationale devrait enseigner Internet, plutôt que de dire c'est une technologie, puis se plaindre de Wikipédia. Et nous devrions, nous tous, dans le monde des entreprises, et je connais des exemples, des gens qui l'ont fait, mettre en place des systèmes, finalement, d'apprentissage de cette société du numérique. Pas apprentissage au sens apprendre à programmer, mais apprentissage au sens des usages. Parce qu'on peut faire le tour des ruptures. Je ne sais pas si j'ai encore du temps pour... Mais les ruptures d'Internet... Il faut m'arrêter, parce que moi, faut me cliquer dessus, parce que moi, je peux parler toute la nuit. Enfin, sauf que j'ai un avion, je pars au Canada tout à l'heure. Mais bref, donc vous avez du pot. Alors, Internet, ça porte des ruptures en soi. Moi, j'en ai identifié un certain nombre, mais qui sont vraiment... qui bousculent le management. Et puis après, on terminera par des exemples assez amusants, assez intrigants. Premièrement, et ça c'est probablement la chose qui est la plus angoissante pour plein de gens, nous sommes passés d'un monde où l'information et la connaissance étaient rares à un monde où l'information et la connaissance sont hyper abondantes. Je n'ai pas dit de qualité, mais hyper abondantes. Je veux dire, dans les blogs, dans les forums, partout, il y a énormément d'informations et d'opinions. En 2010, Eric Schmidt, le PDG de Google, disait « Tous les 2 jours, nous produisons autant d'informations que depuis la naissance de l'univers jusqu'à 2003 ». Aujourd'hui, on peut considérer que c'est toutes les demi-journées. Vous voyez. Ça donne des choses absolument passionnantes. Je ne sais pas si vous connaissez le site Google Flu Trend. Google a remarqué que rien qu'en gardant des émergences de mots-clés, il était capable de prédire des épidémies de grippe. Avec 3 jours d'avance. Parce que quand il y a une épidémie de grippe, il y a toujours des gens qui commencent à dire « j'ai mal à la tête, j'ai mal au front ». Google voit ces mots-clés qui émergent et dit voilà, dans tel pays, il y aura une épidémie de grippe dans 2 ou 3 jours. Vous voyez quand même cette idée de cet océan d'informations dans lequel on baigne. Le monde de l'éducation est totalement perturbé par ça, puisque l'image de l'enseignant qui est là pour faire le lien entre la rareté du savoir et des élèves ébahis qui, la bouche ouverte, vont l'écouter, c'est fini ça. Les élèves ont accès à la même connaissance que l'enseignant. Donc le rôle de l'enseignant aujourd'hui, c'est un navigateur des temps modernes. Comment je vais vous apprendre à naviguer dans ces océans de connaissances? J'étais en Australie il n'y a pas longtemps, à Sydney, la grande université de Sydney, les élèves ne vont même plus aux cours magistraux. Et le recteur a décidé de se venger en disant si vous n'êtes pas au cours, vous aurez des points en moins. Réponse de l'élève, j'en ai rien à foutre. Oui, j'aurai des points en moins, so what? Moi, de toute façon, j'en sais autant en allant dans Internet que ce que le prof nous raconte. En revanche, du coaching, des méthodes collaboratives, ça oui. Bon. Deuxième grande rupture, oui, malheureusement, la hiérarchie, c'est plus un bon modèle. Pourquoi? Parce qu'elle fait des goulets d'étranglement, parce que l'information est verticale. Aujourd'hui, c'est la communauté. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vos clients parlent entre eux. Ça, c'est génial. Vos collaborateurs parlent entre eux. C'est génial, parce que c'est une parole libre. Et c'est une parole, elle n'est pas forcément de qualité, mais elle est libre. Entre parenthèses, arrêtez de faire des études de marché. Je veux dire, une étude de marché, c'est quoi? C'est s'embêter à poser la bonne question, c'est jamais la bonne question, c'est s'embêter à trouver le bon panel d'utilisateurs qui n'a plus du tout envie de répondre. Ce sont des méthodes d'un monde dans lequel l'information est rare. Aujourd'hui, l'information est hyper abondante. Donc, qu'est-ce qui marche? L'ethnologie. Regardez, observez. Moi, j'ai toujours dit, mes prochaines boîtes, ce sera un ethnologue, un ingénieur et un designer. Ça, c'est killer. Mais il faut observer aujourd'hui. Troisième rupture,
eh bien, on est dans un monde où la confiance avant était externe, le juge, le président, Dieu, le pape, papa, maman. Aujourd'hui, la confiance, elle est internalisée dans les communautés. C'est le modèle eBay. C'est beaucoup plus efficace parce que si vous demandez à quelqu'un, une autorité externe, de gérer les problèmes de confiance dans un monde hyper en interaction, ça s'épuise. Je veux dire, si le président de la République, il faut qu'il s'occupe de tout dans un hyper interaction, qu'est-ce qu'il fait? Encore plus de fonctionnaires, encore plus etc. Bon, on sait très bien qu'on va dans le mur avec ça, la loi des rendements décroissants, où il y a des très beaux livres à lire là-dessus. Donc, aujourd'hui, la confiance se gère totalement différemment. Autre rupture qui est fondamentale, oui, nous passons, dans beaucoup de secteurs, d'un monde d'innovation fermée à un monde d'innovation ouverte. Je suis riche parce que j'ai un brevet et génère de la rareté, c'est fini ça. De plus en plus, je suis riche parce que je partage ma R&D avec d'autres et que je crée de la valeur commune. Je vous rappelle quand même que Barenton, un des grands noms, a écrit en 1936, c'est Auguste de Teuf, a écrit un livre qui s'appelait Barenton à propos de confiseurs, que dans ce livre, qui est un livre d'aphorisme, il y a écrit 1936, ce ne sont pas vos brevets qui vous protégeront de la concurrence, mais votre rapidité d'exécution. Faire ça avant Internet, je trouve que c'était quand même extrêmement visionnaire. Aujourd'hui, oui, on le voit bien, c'est la rapidité d'exécution qui prime sur le brevet. Autre grande rupture, nous passons d'un modèle d'économie de stock à un modèle d'économie de flux. Avant, j'étais riche parce que j'étais le banquier, j'étais du stock, et puis justement, générais de la rareté. Adopi, par exemple, j'étais expert Adopi pendant 1 an. Ils sont venus me chercher parce qu'ils me disaient que j'étais le seul à être contre de manière intelligente. Bon, comme s'il y avait une manière stupide d'être contre, mais ça, c'est un autre débat. Non, je veux dire, Adopi, c'est absurde parce que ça fait du stock et ça fait de la rareté. Là où ce que les gens veulent, c'est du flux. Et puis, d'énormes basculements de modèles économiques. À part le luxe, toutes les industries aujourd'hui ont intérêt à raisonner en termes d'économie de flux et puis d'économie de stock. Tous ces éléments-là, Internet l'autorise. Et puis, la dernière grande rupture qui, pour moi, est une des plus troublantes, c'est que, oui, avant, il n'y avait que le designer, que l'expert qui avait le droit de parler, que le designer qui avait le droit de designer. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus au design collaboratif, au crowdsourcing, au crowdfunding. Allez voir KissKissBankBank, par exemple, c'est extraordinaire. Mais même, allez voir, ne serait-ce que Prosper et Circle Lending, les 2 plus gros sites de prêts entre particuliers aux États-Unis. Ce sont des sites qui sont nés fin 2005 et qui, aujourd'hui, le premier a fait circuler 1,6 milliard de dollars et le deuxième 500 millions de dollars. Donc les 2 plus gros sites de prêts, ce sont des prêts qui sont bloqués à 25 000 dollars, ont déjà fait circuler plus de 2 milliards de dollars de prêts entre particuliers. Pour moi, un des plus beaux modèles à regarder qui montre le monde de demain, c'est Airbnb. Je ne sais pas si vous connaissez Airbnb, site de mise en relation. Alors je suis furieux parce que la France, c'était le pays des bed and breakfast. Bon, c'est des Californiens qui ont fait cette boîte, mais bon, c'est comme ça. On se vengera en France. Et donc cette entreprise là, à la fois, réussit à montrer des modèles de croissance, mais des modèles de partage. Parce que si j'avais une chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est que ce que nous montre le monde Internet, c'est qu'on est dans le monde du « et ». On peut et s'enrichir et partager. C'est-à-dire que cette dialectique dans laquelle le monde des médias traditionnels veut nous enfermer, elle ne marche plus. On n'est plus dans « où », on n'est plus dans « je m'enrichis » ou « je partage ». Non, on peut et s'enrichir et partager. Et puis un petit dernier point sur la politique. Parce que donc, je m'occupe dans une fondation, à Fondapol, de tout ce qui est l'impact d'Internet sur la politique. Ça, c'est fascinant, l'impact d'Internet sur la politique. Si les hommes politiques ne se bougent pas les fesses, et ils le font dans le monde anglo-saxon, il va se passer plein de choses. Et alors moi, je voudrais vous citer 2 choses. En France, il y a un site qui s'appelle nosdéputés.fr. C'est un site extraordinaire. Vous prenez n'importe quel député et ça vous donne son temps de présence, ses temps de parole, les dossiers sur lesquels il a travaillé. Ce qui est intéressant, son champ sémantique. Quels sont les mots qu'il parle le plus, et ça c'est passionnant. Mais moi j'ai rencontré des jeunes qui ont fait ça, c'est ce qu'on appelle des activistes, des jeunes qui ont... Ils m'ont expliqué pourquoi ils ont fait ça. C'est pas du tout pour fliquer, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ils nous ont dit, voilà, nous on s'intéressait au débat, et on s'est aperçu qu'il y avait une énorme différence entre les débats du mercredi, qui sont devant la télévision, ou alors là comme c'est devant la télé, c'est les fameux combats de coq à la française, et les débats des autres jours, on voit des gens qui bossent de 8h du matin à 3h le lendemain matin, parfois même qui font des groupes entre plusieurs partis politiques. Il dit, nous, on en a ras-le-bol de cette télévision qui ne montre que le truc totalement inintéressant du mercredi. On a voulu, au travers du site, montrer ce qu'était le vrai travail d'un député. Et ça, moi, je trouve que ce sont des initiatives citoyennes extraordinaires. Et puis, pour aller à fond, je vous conseille d'aller voir 2 sites rigolos. Le premier, c'est le site web de l'État de l'Oregon, qui a décidé de mettre en ligne son système comptable. Eh oui, on voit toutes les factures de l'État de l'Oregon, depuis 50 centimes jusqu'à 300 000 $. Vous imaginez mettre en place... Tiens, est-ce que vous seriez pour que l'État français mette en ligne, interrogeable, son système comptable? Qui serait pour? Voilà. Qui serait contre? Pas beaucoup, hein.
Alors maintenant, je vais vous parler d'un deuxième site. Au début, je croyais qu'ils étaient seuls, mais il y a une vingtaine de sites comme ça aux États-Unis. C'était la ville de Chicago. La ville de Chicago a mis en ligne la base de données nominative de ses salariés avec leur salaire. Et puis la ville de Los Angeles aussi, puis la Maison-Blanche aussi. Qui serait pour que la ville de Paris mette la base de données nominative en ligne des salariés avec leur salaire? Il y en a moins. Hein. Qui serait contre? Oui, il y en a qui sont contre. Hein. Pourquoi généralement les gens disent ouais, ce serait intrusif, ça sert à rien. Ben non, si on veut résoudre les problèmes, il faut les poser. Et aujourd'hui, il est très intéressant de voir ce qui se passe dans le monde de la politique. Ça s'appelle aux États-Unis Government as a Platform. C'est-à-dire moi, le gouvernement, je ne suis plus là pour ordonner, diriger, décider. Pour moi, c'est la fin de la démocratie représentative. Hein. Bon, vous m'avez élu, maintenant pendant 4 ans, je fais ce que je veux parce que vous m'avez élu. Non, ça c'est fini. Aujourd'hui, c'est je fais du co-design avec les citoyens. Et moi, mon nouveau rôle, et l'entreprise pourrait se poser cette question aussi, hein, c'est d'être une plateforme dans laquelle je vais faire circuler des flux. Et bien évidemment, plus il y a de flux, plus globalement on va s'enrichir, parce que ces flux vont servir une certaine forme de collectivité qui va pouvoir croître. Donc vous voyez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Internet et qu'à condition bien sûr de se refaire un peu les neurones différemment, eh bien aujourd'hui nous avons une nouvelle page à écrire avec ce nouvel alphabet et il y a énormément de gens, pas seulement des jeunes, hein, qui sont en train de l'écrire dont on ne parle pas assez.